Bien le bonjour mes amis, bienvenue à cette conférence d'actualité du GRISOF. Mon nom est Yves Tremblay, professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval et votre humble serviteur pour cette conférence. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter un bon ami, quelqu'un qui, à mon sens, a été très innovateur dans sa vision de ce que devrait être une faculté de médecine, puis peut-être que je pourrais aller plus loin de ce que devrait être une université en 2026. Mais lorsque je l'ai connu, sa réflexion était déjà pas mal amorcée il y a quelques années, et maintenant tout ça se concrétise lentement. Donc aujourd'hui, je suis très content de vous présenter Jean Sibilia. Jean Sibilia est pneumologue excusez-moi, est rhumatologue. J'ai pas voulu l'insulter. Merci Il, Yves. il est rhumatologue aux hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis, je crois, 1988, un truc comme ça. Il a été Absolument. doyen de la faculté de médecine, élu en 2011, réélu en 2016, réélu en 2021. Et là, maintenant, je viens d'apprendre qu'il va y avoir une passation de pouvoir pour une nouvelle doyenne le 1er juillet 2026. Mais Jean va rester encore très près de la faculté de médecine puisqu'il est vice-président. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Il est vice-président politique hospitalo-universitaire et territorial en santé. Donc, vous voyez que c'est un titre qui est assez long. Demandez-moi pas de le répéter. Et aujourd'hui, Jean va nous parler du projet de la Faculté de médecine maïeutique et sciences de la santé de Strasbourg, un engagement pour la formation, la recherche, l'innovation et la responsabilité sociétale. Jean, la parole est à toi. Et merci beaucoup. Eh ben, c'est moi qui vous remercie, les amis. C'est toujours un plaisir de partager. Je pense que c'est un peu notre vocation d'essayer de partager les projets, partager les idées, partager les expériences, hein. Et donc, je remercie à tous les deux de me donner la parole aujourd'hui. Essayer de vous montrer la trajectoire en fait que j'ai essayé d'impulser dans notre faculté de médecine. Et je vous ai proposé un diaporama qu'on pourra mettre à votre disposition puisque ça sert un peu de support à ma présentation. Euh, Yves, je ne vois pas le diaporama à l'écran. Est-ce que tu peux partager Ah les... oui, excuse-moi, Jean, Ouais, excuse-moi, c'est juste pour nos amis que tout le monde... bah oui, excuse-moi, j'ai complètement oublié de partager là. Je m'excuse. J'étais parti dans. Voilà, parfait. OK, je vais mettre en plein écran. Est-ce que c'est bon comme ça? Bon, pour moi, c'est très bien. Si c'est bien pour nos amis Non, Est-ce que connectés, c'est c'est bien pour tout le parfait. monde? non, Yves, on voit la diapositive suivante sur la droite. Bon, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais cesser le partage d'écran. Je ne sais pas pourquoi, il y a des fois, ça fait ça. Bougez pas. Oui, Comment c'est je en fais? double là. Oui, Oui. c'est en double et c'est comme c'est la diapositive suivante, ça trouble un petit peu. Ouais, bougez pas. Je vais repartir. Je m'excuse de ce petit contretemps. Je vais faire ça, ça et ça. C'est Est-ce bon? que ça va comme Voilà. ça? C'est pas mal comme ça. Je crois que Ben, c'est je peux bien comme mettre ça. plus grand si vous voulez. Je peux mettre un peu plus grand. Bon, c'est même très bien comme ça, je pense, hein, Yves, hein, C'est bien. Bon, ben, OK, donc on ouais. laisse ça comme ça. Bonne Ouais, je conférence à pense tous. bien. Et s'il vous plaît, fermez vos micros si vous ne voulez pas vous exprimer. Donc, vous avez annoncé, Yves, tu as annoncé le thème de notre échange aujourd'hui, c'est le projet d'une faculté qui était traditionnellement une faculté de médecine et qui est progressivement devenue une faculté de médecine, de maïeutique et de sciences de la santé. Donc, premier élément dans l'engagement que je m'étais fixé, c'est d'essayer de trouver un lieu de formation partagé des professionnels de santé. J'allais dire, pour vous faire plaisir et te faire plaisir, Yves, un peu à la canadienne, l'inspiration canadienne de se dire que la meilleure façon de créer de la pluridisciplinarité et puis dans un deuxième temps de la transdisciplinarité, c'était d'éduquer les professionnels de santé ensemble dès le banc de l'école, entre guillemets. Et c'est pas
Facile à dire, difficile à faire, hein, vous en doutez. Donc, notre faculté a évolué vers un périmètre beaucoup plus large. Et aujourd'hui, cette faculté que j'ai eu le bonheur de diriger pendant 16 ans, hein, j'ai fait un long mandat et qui se finit le 1er juillet. Cette faculté, elle accueille près de 11 000 étudiants, 10 600 étudiants en santé. Elle met en œuvre plusieurs centaines d'enseignants-chercheurs, hein. On est 150 professeurs, plus d'une centaine de professeurs juniors qu'on appelle maîtres de conférences, hein, plus des chefs de clinique, hein, qui sont des enseignants-chercheurs. Donc c'est vraiment une organisation qui est absolument formidable, qui nécessite un management quotidien très professionnalisé. Et ça, c'est un point aussi que je voulais évoquer avec vous en introduction. Quand j'ai commencé il y a 16 ans, dans un dispositif de faculté de médecine traditionnelle, j'étais seul, le doyen était seul avec un responsable administratif très célèbre que beaucoup d'entre vous connaissent qui s'appelle Gilbert Vicente. Donc c'était Gilbert, le doyen et Gilbert Vicente, et on était en binôme permanent surtout, le doyen en faisant beaucoup de représentations et Gilbert à la manœuvre. Et on a commencé comme ça, j'ai commencé comme ça en 2010-2011. Et dans mon idée, c'était de transformer la faculté en un outil de formation, de recherche et de responsabilité sociétale, évidemment d'innovation, avec une professionnalisation de la réorganisation. Et ça sous-entend en fait deux choses. D'abord, d'avoir véritablement une stratégie construite et écrite, voyez, qui comprend trois volets, trois piliers, une stratégie de formation, adaptée évidemment aux standards nationaux et internationaux. Les deux ont une importance, hein. On peut rester sur la diapositive, et, je te dirai quand on avance, hein. Deux, une stratégie de recherche, et ça c'est un énorme sujet que j'aborderai, qui est d'avoir une stratégie de recherche en santé partagée avec les acteurs de la santé. Et ça, c'est un sacré challenge, une sacrée difficulté, puisque une université ne peut pas travailler seule, elle doit travailler pour la recherche en santé, vous le verrez, avec ses hôpitaux, son hôpital principal qui est le CHU et les hôpitaux associés, et travailler évidemment en France avec les organismes nationaux de recherche, notamment l'INSERM. Et ça, c'était un enjeu énorme que j'ai mis longtemps à faire aboutir et qui aboutit depuis 2-3 ans. Je vous montrerai un peu l'état des lieux de ce travail que j'appelle la création du contrat de site. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, les deux ministres, la ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement supérieur m'ont confié à moi-même et à Antoine Magnan la mission, pendant les 6 mois qui viennent, d'écrire pour la nation comment pourrait se constituer ce contrat de site de recherche biomédicale. Donc, je suis en plein dans ma mission et je suis à la moitié de mes auditions et je vais utiliser évidemment mon expérience strasbourgeoise pour essayer d'aider chaque site à trouver des outils de construction du contrat de site qu'on appelle le CRIB, contrat de site de recherche et d'innovation biomédicale. C'est la terminologie qu'on a utilisée. Le troisième pilier auquel je tiens beaucoup, qui est le pilier, parce que c'est un engagement personnel, ce qui est le pilier de la responsabilité sociétale d'une université. Et je dois évidemment cette réflexion à quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'affection, qui est Charles Bollen, qui a été un des piliers de la responsabilité sociétale de l'université, avec le réseau de la RIFRES, hein, qui nous a beaucoup inspiré pour avoir aussi une stratégie de responsabilité sociétale. Et moi, la traduction simple de ce qu'est une stratégie de responsabilité sociétale, c'est qu'une faculté, et pour son université, elle doit être ouverte sur les besoins de la société et sur les territoires qu'elle irrigue. Ça, c'est fondamental. C'est pas une école fermée. C'est pas une école comme les autres. Et c'est d'ailleurs pas une école. C'est une unité de formation, de recherche et de responsabilité sociétale. Si je devais refaire un acronyme, je le ferais comme ça. Et donc, on est au service des citoyens, au service des patients et au service des territoires. Et je vous expliquerai en quoi ça consiste, hein, dans l'exposé. Tout cela doit reposer sur une organisation et une structure professionnalisée. La structure, il faut une structure qui accueille bien nos étudiants, et c'est un énorme projet que je mène encore, c'est-à-dire reconstruire les bâtiments de la faculté de médecine de Strasbourg. C'est pas une gageure, hein, dans le contexte financier actuel. Les bâtiments datent des années 60-70, ils sont tous désuets, amiantés,
absolument pas éco-responsable. C'est un coût énergétique énorme, les fenêtres se ferment plus, ça coûte un fric fou et on gaspille beaucoup d'argent et on produit beaucoup de CO2 pour pas grand-chose, hein. Donc voilà, je me suis engagé sur la restructuration qui est la foncière, hein, c'est-à-dire des bâtiments, et sur la réorganisation. Et c'est là que j'ai introduit le sujet en disant que quand j'ai commencé avec mon ami Gilbert Vicente à deux, et puis progressivement, aujourd'hui, mon équipe, c'est 18 vice-doyens, doyens et vice-doyens. Donc on est 18 doyens et vice-doyens de l'équipe des Canals, plus des chargés de projet, plus une équipe de direction et des services qui sont dirigés et on est la seule faculté de notre université à être dirigée par un DGS, un directeur général des services, c'est-à-dire un niveau hiérarchique d'organisateur qui est au-delà du responsable administratif habituel. On a un niveau DGS, et ce qui donne, et le DGS actuel est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, Geoffroy Stegman. Depuis 5 ans, on travaille ensemble à professionnaliser notre faculté. Diapo suivante, Yves, pour vous montrer sur la diapo suivante comment est constituée, sans entrer dans le détail, constituée en département cette faculté. Vous voyez que comme elle est médecine, maïeutique et sciences de la santé, il y a des départements dévolus à différents domaines. Évidemment, des départements dévolus à la maïeutique, aux sciences infirmières, aux sciences de la rééducation, de la réadaptation et médico-technique, un département de médecine générale et de formation territoriale, un département de l'histoire et des sciences de la vie de la santé, et un département de pharmacologie, toxicologie et thérapeutique. Évidemment, je ne l'ai pas évoqué, mais il y a toute la partie département faculté de médecine qui, elle, est beaucoup plus sophistiquée et qui comprend une section premier cycle, une section deuxième cycle, une section troisième cycle. Et adossé à, vous voyez, 4 structures qui nous permettent d'agir de façon transversale. Un département des pédagogies des sciences de la santé, dirigé par quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est très connu, qui est Thierry Pellassia, qui est PUPH et qui est vraiment mon professeur de pédagogie, hein, auquel je tiens beaucoup. Un département de formation permanente, formation continue, et qui s'occupe aussi bien des médecines spécialisées, mais aussi de la médecine générale, et qui est pour nous une discipline universitaire absolument indispensable. Un comité d'éthique et un département de simulation qui s'appelle Unicimes. C'est associé à des instituts, à 3 instituts, l'Institut d'anatomie et centre du don des corps, et qui a été mis en place de façon réglementaire et qui est très important pour nous, à la fois pour la formation, mais aussi pour la recherche en raison de son épicentre don du corps, un institut de médico-légal et un institut centre de langue qui permet au cours de la formation l'apprentissage des langues, hein, puisqu'il y a tout un secteur formation des langues. Donc voilà, schématiquement, comment on a construit notre faculté. Il y a d'autres constructions possibles, et je voulais décrire l'existant. Je pense qu'on fera évoluer probablement ce dispositif, mais il est assez représentatif des différents courants de formation et de recherche. Et dans ce schéma, évidemment, je ne vous cite pas toutes les commissions qui sont mises en place de la faculté, hein. Bien sûr, on a une commission recherche, on a une commission pédagogique, on a des commissions qui accueillent tous les membres qui veulent y participer et qui sont le cœur battant de la fac de médecine, hein, qui permet de produire des recommandations dont se saisissent les départements et qui sont validées par le conseil d'administration qu'on appelle conseil de faculté chez nous, hein, mais qui est l'élément de validation en fait des décisions sous l'impulsion de l'équipe des Canals. Donc voilà la professionnalisation, je ne rentre pas dans le détail du fonctionnement de notre faculté. Diapo suivante, pour rentrer dans le vif du sujet, et je ne reprendrai pas de façon détaillée cet aspect, on a justement essayé de réfléchir à la stratégie. Vous vous rappelez, stratégie pédagogique de formation, stratégie de recherche et stratégie d'innovation sociale. Je ne vais pas m'étendre sur la stratégie d'innovation pédagogique, mais on a toujours essayé d'avoir quelque chose qui est de l'ordre de l'innovation pédagogique, aussi bien en termes de simulation, et on développe, mais ça n'est plus original aujourd'hui, un centre de simulation, mais qui a pris beaucoup de place. Je ne reprends pas le développement de la pédagogie
sous la houlette de Thierry Pellassia, où on veut vraiment avoir une réflexion pédagogique à la canadienne, hein, une fois de plus, hein, où on doit vraiment réfléchir en pédagogue et pas seulement en clinicien-chercheur. Évidemment, un troisième secteur d'innovation pédagogique qui pour nous a été clé et qui est très original, qui est le numérique et l'e-santé. Et on a été lauréat national d'un projet qui s'appelle Sens, piloté par un vice-doyen qui est mon vice-doyen numérique, puisque j'ai aujourd'hui dans les 18 vice-doyens un vice-doyen numérique qui s'occupe exclusivement de ça et qui est chef du projet Sens. Sens, c'est un projet national qui est doté d'à peu près 4 millions d'euros et qui permet de construire au sein de notre faculté la formation au numérique et par le numérique, et qui nous a permis d'embaucher des ingénieurs pédagogiques pour construire ce projet et donner en fait une impulsion à la formation par le numérique et au numérique à nos étudiants, notamment d'accès à l'IA ou d'autres procédures d'e-santé et qui vont devenir des éléments incontournables dans la pratique médicale. Le dernier point, c'est qu'on a besoin d'organisation. Je suis obsédé par l'organisation et je cite Geoffroy qui permet, grâce à son rôle de DGS, de créer du lien entre l'ensemble de ces innovations pédagogiques. Alors, créer du lien, ça veut dire trouver les locaux, ça veut dire aussi aider à financer et cofinancer, etc. Aider au recrutement, notamment du personnel qu'on appelle en France BIATS, c'est-à-dire le personnel administratif que l'université met à notre disposition, notamment les ingénieurs, puisque un projet est un projet. Sens durera 5 ans. À l'issue des 5 ans, il faut qu'on puisse réintégrer les compétences qu'on a créées, c'est-à-dire nos ingénieurs pédagogiques, dans les effectifs universitaires de la faculté. Et c'est là qu'on a besoin d'une organisation RH et d'un dialogue de gestion avec l'université qui anticipe les besoins à venir. C'est ça la professionnalisation. C'est avoir un dialogue de stratégie qui fait qu'un projet, à un moment donné, c'est go, no go, ou le projet, ça suffit, 5 ans, c'est bien, ça structuré, on n'a pas besoin d'aller plus loin, ou ce projet, il faut le prolonger, et à ce moment-là, il faut prolonger les compétences et les emplois. Voyez, et ça, il faut l'anticiper. Si vous arrivez comme une fleur 3 mois avant le dialogue de gestion en disant ben, il me faut un poste, vous l'avez jamais. Donc il faut l'anticiper de façon pluriannuelle. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il y a toujours besoin d'un volant d'organisation orchestré par notre DGS Geoffroy, qui va d'ailleurs aussi quitter un peu comme moi au même moment la faculté, mais qui sera remplacé par un nouveau directeur général des services qui aura la même mission. Voilà le premier pilier. Deuxième pilier, Yves, le pilier de la recherche. Alors, pourquoi s'occuper aussi intensément de la recherche? Pour moi, il y a pas mal d'engagement là-dedans, et un engagement fondamental. D'abord, parce que la recherche en santé, c'est le garant de la qualité des soins. Voilà. Moi, j'ai un slogan qui est l'ADN du site strasbourgeois. C'est un slogan que j'utilise souvent, que j'ai inventé très humblement, hein, parce qu'il ne faut pas être très intelligent pour l'inventer, puisque ce slogan est une évidence, hein. C'est qu'il n'y a pas de soins de qualité sans recherche et formation d'excellence. C'est un concept. C'est-à-dire que souvent, dans nos systèmes, on dissocie la santé de la formation et de la recherche. D'ailleurs, les ministères sont différents. Mais la santé ne peut pas vivre sans innovation, sans formation et sans recherche. Donc, il ne faut pas les dissocier. Donc, dans une faculté qui est une UFR, Unité de formation et de recherche, il faut bien se rappeler de ce sigle-là, on a besoin d'une recherche d'excellence. On a besoin aussi, et seule l'université peut l'apporter, d'un continuum entre la science fondamentale qui irrigue la recherche et l'innovation en santé et la recherche clinique appliquée. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'on a tendance à séparer les choses en disant oui, la recherche clinique, ça se fait à l'hôpital parce qu'il y a les ressources réglementaires, les ARC, etc. Et puis la recherche fondamentale à l'université. En santé, on ne peut pas raisonner comme ça. En santé, il faut un continuum. Donc, il faut un contrat de site de recherche biomédicale où il y a un continuum. Et ça, c'est à la faculté de santé, aux facultés de santé, faculté de médecine, sciences de la santé. Avec mes collègues, je travaille quasi quotidiennement avec mes collègues de la faculté d'odontologie et de pharmacie. On travaille pour maintenir ce continuum et bénéficier des forces pluridisciplinaires de notre université. À l'hôpital, au CHU, il n'y a pas de sciences humaines et sociales, il n'y a pas de mathématiciens, il n'y a pas de physiciens, il n'y a pas de philosophes, il n'y a pas de compétences hors santé, hors des métiers de la santé. Dieu sait qu'il y a beaucoup de métiers de la santé à l'hôpital. Mais pour enrichir la recherche en santé, on a besoin des compétences universitaires qui n'existent pas à l'hôpital. Et c'est ça qui donne une vraie force et qui permet d'avoir des projets impactants.
Moi, c'est aussi un de mes slogans, c'est quand un projet en santé, il doit impacter. À un moment donné, il doit impacter la connaissance ou impacter l'intérêt que ça peut avoir pour les territoires et les citoyens. C'est l'impact territorial d'un projet de recherche. À un moment donné, il faut que ce projet redescende vers le citoyen et le patient. Et puis, dernier point, pourquoi un engagement pour la recherche en santé? Parce que je crois que la recherche en santé, elle est un exemple absolu de porteurs de valeurs d'altruisme, d'éthique et de déontologie, hein. En fait, on est en fait au cœur des valeurs, en fait, hein, quand on est médecin, soignant et même contributeur du système de santé. Moi, j'associe tous mes collègues, je ne pense pas qu'aux docteurs, je pense à tous les paramédicaux, je pense à tous les administratifs, à tous les techniciens, à tous les ingénieurs. Eh ben, on porte des vraies valeurs et ça donne du sens à notre engagement. Altruisme, éthique et déontologie. Et on ne doit pas l'oublier. Donc voilà, ça c'était le plaidoyer de rencontre de la recherche que j'organise depuis 2 ans. Je suis très content de mon logo. Vous voyez, on voit le microscope et la cathédrale en fait, hein. Vous voyez là. Donc je suis très content de ce logo et on co-organise avec le CHU, avec mon ami Ferhat Mezani qui est vice-président recherche pour l'hôpital. On co-organise des rencontres de la recherche en santé avec l'objectif de créer une dynamique et une stratégie commune. Et on associera, et on associe déjà, et de plus en plus, les organismes nationaux de recherche, notamment l'INSERM et le CNRS, à cette stratégie. Cette stratégie, diapo suivante, Yves, cette stratégie, elle se traduit déjà sur le site strasbourgeois par un positionnement en recherche exceptionnel. Vous voyez, dans le classement de Shanghai de 2024, le site strasbourgeois était 29e dans le classement de Shanghai pour la thématique Human Biology. Donc pour la recherche humaine biomédicale, on était 29e au classement de Shanghai. On a un peu régressé en 2025, hein, je vous ai montré, mais on reste dans le peloton de tête des 100 universités les plus représentatives de la recherche biomédicale, avec des indicateurs que je ne décris pas, mais qui montrent notre investissement, notamment avec nos grands instituts. Et j'ai une pensée pour le premier d'entre eux, qui est l'IGBMC, puisqu'il a été créé et dirigé pendant très très longtemps par Pierre Chambon, qui nous a quittés il y a quelques jours. Pierre, à 95 ans, ou 96 ans, Pierre, je crois, aurait mérité le prix Nobel, je crois. Ça a été une personnalité incroyable de la recherche biomédicale mondiale. Et il a créé l'IGBMC, qui est un institut reconnu dans le monde entier. L'autre institut est l'IBMC. L'IBMC est un institut qui a été dirigé par notre prix Nobel de médecine, qui est toujours en activité, Jules Hoffman, avec qui on travaille très très régulièrement. Et ce qui vous montre qu'à Strasbourg, avec ces deux instituts et ces personnalités, on a pu développer une recherche biomédicale et on est l'héritier de ça. Et donc, moi, je voulais qu'on perpétue cette tradition de recherche biomédicale, malgré l'érosion, la compétition internationale, hein. Vous savez très bien que la compétition aujourd'hui, avec l'émergence de l'Inde et surtout de la Chine, rend la compétition internationale en termes de recherche biomédicale beaucoup plus compliquée qu'avant. Et les pays européens s'alignent aussi. L'Angleterre et l'Allemagne et d'autres pays européens font une compétition vertueuse par certains aspects et parfois difficile parce que la compétition forcément écarte certains des débats et du jeu. Voilà les chiffres, diapo suivante, et voilà ce qu'on a construit dans notre stratégie depuis 2 ans. C'est allier dans cette stratégie les 3 acteurs principaux, la triangulation hôpital, CHU, université, qui est Unistra pour nous, et les organismes de recherche, et connecter d'emblée à ce cœur du réacteur, connecter l'ensemble des autres acteurs de la santé qui y contribuent, connecter des partenaires qui peuvent être des partenaires pour nous européens, comme ECOR, qui est un organisme européen des universités très impliquées dans ce domaine-là, et connecter aussi l'État et les collectivités. L'idée, c'est de jouer en équipe. On a une stratégie partagée, on la partage jusqu'aux collectivités, jusqu'aux financeurs, de telle sorte qu'on arrive à mutualiser et à renforcer et à ne pas saupoudrer. C'était vraiment une idée importante. La diapo suivante vous montre, mais je vous la donnerai, je ne vais pas la décrire, vous montrerai, mais parce qu'on a une vraie réflexion, les 12 points clés qui traduisent notre stratégie de recherche en 12 actes. Alors,
ça peut être les travaux d'Hercule, hein, on aurait pu, j'avais commencé à le présenter de cette manière-là. Bon, je suis resté plus traditionnel et plus shakespearien, et c'était les 12 actes d'une même pièce, et vous les verrez, vous les pourrez les regarder tranquillement, mais il y en a quelques-uns qui sont clés, en particulier le point 4, l'acte 4, qui est de définir des axes prioritaires communs au CHU et à l'université. Ça ne veut pas dire que l'université et le CHU ne puissent pas développer des spécificités qui leur sont propres, mais il faut un cœur du réacteur commun en termes d'axes prioritaires. Et je vais vous les montrer sur la diapo suivante. La diapo suivante vous montre les choix qui ont été faits. Vous voyez, on l'a fait, c'est assez original, c'est pour ça que je vous le montre, hein. On a décidé, comme tout le monde le fait, de déterminer 4 axes thématiques prioritaires. Mais ça, c'est ultra traditionnel. Là-dessus, on n'a pas été original. La seule chose originale qu'on a faite, c'est de faire une analyse de terrain pour savoir où on était bon. Et on est parti d'un principe, c'est qu'on ne peut pas tout bien faire dans tous les domaines. Donc, partons de nos points forts. Deuxième chose, deuxième principe, c'est que dans ces points forts-là, on doit être capable d'avoir un continuum de la recherche et qu'on doit avoir des forces aussi bien en fondamentale, en transstationnelle qu'en recherche clinique. Ce qui fait le lien entre l'université, le CHU et l'INSERM. Mais ce qui est original, alors je ne décris pas les 4 thèmes, mais vous voyez qu'on a 4 domaines de prédilection: immunité, infection, cohémato, neurosciences, chirurgie, imagerie innovante avec notre IHU, qui est un objet prestigieux dans notre dispositif, et les maladies rares et les maladies pédiatriques. Voilà les 4 domaines classiques qu'on a choisis. Ce qui est original, c'est qu'on a essayé d'irriguer ces 4 thèmes avec 3 domaines transversaux, c'est-à-dire 3 domaines dans lesquels on a des compétences et des compétences qui peuvent servir à plusieurs ou à l'intégralité des 4 axes thématiques. Et on a 3 domaines de compétences transversaux qui sont les thérapies innovantes, l'innovation sociale et la data, la donnée de santé et le numérique en santé qui est l'IA. Et voyez que ces 3 domaines transversaux, on peut les appliquer aux 4 domaines thématiques, notamment les thérapies innovantes et aussi cet aspect innovation sociale qui va nous amener, vous allez voir, au 3e pilier, qui est le pilier que j'ai appelé responsabilité sociétale, et on l'a formalisé dans notre projet stratégique. Et j'insiste sur le 3e volet qui est le pilier de la donnée. Aujourd'hui, la médecine de demain sera une médecine de sciences de la donnée. Et sciences de la donnée, c'est compliqué, hein, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais c'est à la fois des outils, c'est à la fois une organisation, c'est à la fois des financements, et c'est à la fois de l'intelligence collective. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a besoin de valoriser cette intelligence collective, et ça se traduit par de l'API, de la propriété intellectuelle et de la valorisation. Donc c'est tout un domaine en fait, hein. Être capable de faire des sciences de la donnée un axe de recherche qui s'applique à différents thèmes, à différents domaines thématiques, c'est un vrai projet très compliqué à mener et qui ne peut pas être fait seul. On a besoin là des acteurs hospitaliers, universitaires, des collectivités, de l'Europe, de l'État, etc. pour mener cette politique-là. Et on ne l'amène pas qu'à Strasbourg, vous en doutez, hein. C'est une politique qui doit être menée, je l'espère, dans beaucoup de sites de recherche. Voilà pour ce 2e point qui était le pilier de la recherche. Et je vais aborder, diapo suivante, des choses en 4-5 diapos qui vous montrent comment on a écrit ce que je viens de vous montrer, comment on l'a écrit pour tous nos partenaires extérieurs. Et je l'ai formalisé de la façon suivante, en appelant ça pour la santé, le bien vivre à Strasbourg, avec 5 ou 6 points. Et j'ai retenu, je crois, la diapositive où je présente les 6 points clés de cette stratégie. Premièrement, et je ne reviendrai pas là-dessus, avoir à Strasbourg une structure de formation d'excellence pour les métiers de la santé. Ça veut dire quoi? Créer les métiers de demain, améliorer l'accueil et restructurer nos facultés. Et diapo suivante vous montre que ce projet, je l'ai partiellement abouti, puisque vous voyez le nouveau bâtiment qui va être construit en 2026 sur le campus de la faculté de médecine et qui va nous permettre, sur 7000 m², d'accueillir l'unité de simulation, d'accueillir les étudiants, d'accueillir le personnel de la faculté. On crée un nouveau bâtiment moderne, éco-responsable. Il va coûter 0 consommation énergétique, hein. C'est vraiment un bâtiment tout à fait moderne et tout à fait incrusté dans l'écosystème de la faculté, qui va permettre de développer autour de ce bâtiment un nouveau parc pour améliorer la qualité de vie de nos étudiants. Voilà le premier point. Diapo suivante.
avoir à Strasbourg un écosystème de recherche en santé d'excellence. Et là aussi, je ne vais pas reprendre ce point-là parce que j'ai voulu le détailler en introduction, mais vous avez compris notre stratégie qui va de la réorganisation stratégique jusqu'au partenariat avec tous les partenaires, notamment rhénans, puisque on est à Strasbourg dans une position transfrontalière très particulière. Diapo suivante, qui est le point 3, et on se rapproche de la stratégie que j'évoquais, le troisième pilier, qui est celui de responsabilité sociétale, c'est d'avoir une véritable stratégie de santé publique avec une approche One Health. Et pour ça, je voulais détailler ce point-là, c'est qu'on a décidé il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi, en partant d'une feuille blanche, de créer à Strasbourg le premier institut de santé publique à vocation One Health, pour favoriser les approches pluri- et interdisciplinaires et favoriser une co-construction des projets One Health avec les collectivités. Diapo suivante qui vous montre, mais je ne vais pas la détailler parce que c'est compliqué, mais voyez le schéma fonctionnel de ce qu'est cet Institut d'innovation sociale et de santé publique One Health. Vous voyez qu'il est connecté à des acteurs universitaires en vert, connecté à des acteurs qui sont les collectivités et les structures autour des collectivités, je pense aux fondations, connecté aux établissements de santé et aux structures de soins en bleu sur la gauche, et connecté à l'écosystème industriel à droite, et notamment aux incubateurs. Donc l'idée, c'est que c'est un institut sans mur, c'est une organisation de santé publique, d'innovation sociale, avec une vision essentiellement One Health, qui doit permettre de rassembler l'ensemble des acteurs strasbourgeois et de la région, du territoire alsacien, autour d'un projet de santé publique One Health. Et il y a plein d'initiatives, et j'ai déjà beaucoup construit autour de ce projet-là, notamment en construisant une plateforme exposomique, d'analyse exposomique de très haut niveau scientifique qui s'appelle Alsace Exposome, qui est une plateforme CNRS à Cronenbourg, à côté de Strasbourg, dirigée par un de mes amis, Dimitri Heinz. Et on a construit cette plateforme par l'achat de matériel, par la mise à disposition de personnel, pour être capable, dans l'approche One Health, d'être capable d'avoir une approche analytique de ce qu'est l'environnement. Parce que vous savez, on peut discuter pendant des années et des années, des décennies de ce qu'est la santé environnementale, de l'effet du climat, de l'effet de la pollution, etc. Mais il faut commencer par être capable d'analyser. Donc pour moi, il y avait 3 piliers dans cet institut pour cet aspect santé environnementale. Je dois être capable d'analyser tout ce qui est exposomique par une plateforme Alsace Exposome de très haut niveau. 2, je dois être capable de faire de l'épidémiologie de haut niveau pour savoir quel est le problème épidémiologique de mon territoire alsacien. Et 3, je dois avoir une équipe de biostats, de mathématiciens qui sont capables de faire des analyses de causalité. Parce que vous pouvez décrire pendant là aussi des décennies le fait qu'il y ait des pesticides, PFAS, cadmium et autres dans l'environnement, mais ont-ils réellement un impact sur les maladies chroniques, le cancer, les maladies neurodégénératives? Ça, c'est des modélisations extrêmement compliquées et on a besoin de compétences. Donc, vous voyez, il y a une vraie réflexion, et je n'évoque que ce point-là, autour de la santé environnementale. C'est comment on construit une stratégie One Health universitaire avec l'alliance de tous les acteurs, puisqu'on veut d'emblée transmettre cette connaissance, notamment jusqu'aux collectivités, pour que les collectivités, c'est-à-dire la métropole de Strasbourg, le département alsacien, qui ne s'appelle plus département, s'appelle Communauté européenne d'Alsace, ainsi que la région et que l'État puissent prendre des bonnes décisions éclairées par la science. C'est-à-dire, on va expliquer, nous on ne décide pas, mais on explique. Et c'est ça la proximité entre la science et le citoyen et le décideur, qui est un des éléments clés de ce fameux pilier de la responsabilité sociétale. C'est ça notre responsabilité sociétale, c'est d'éclairer le décideur et le financeur des bonnes décisions à prendre, parce qu'il y a trop de sujets sur la table. À un moment donné, il va falloir prioriser. Et malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas tout faire, clairement, pour des raisons de temps, d'argent et d'organisation. Donc voilà, je voulais vous décrire ce projet qui pour moi est très très important et qui sera un des 3 grands projets que je vais mener avec la recherche comme vice-président santé de l'université. Point suivant, et on en a bientôt fini, et ça rejoint l'innovation sociale et la responsabilité sociétale, c'est avoir une vision de l'université et d'une faculté de médecine au service de l'offre de soins pour le plus grand nombre. Et par ça, je veux mettre en place, j'ai souhaité qu'on mette en place toutes les initiatives et les programmes et les projets qui permettent de faire le lien pour que l'offre de soins
dans mon territoire alsacien soit la plus pertinente possible. Ça, et éviter les déserts médicaux, aider à l'installation, aider aux structures d'IA, créer une maison de la prévention, aider à l'accueil des plus précaires, etc. C'est vraiment des incitations. Alors, je ne peux pas tout faire à l'université. Quand je dis je, c'est mon équipe, hein, c'est pas moi. C'est toujours mon équipe. C'est jamais moi. C'est toujours mon équipe. On peut pas, et nous ne pouvons pas tout faire. On a besoin de l'ensemble des acteurs, mais on peut impulser une dynamique qui est cette dynamique d'amélioration de l'offre de soins au service du plus grand nombre. Point suivant, qui est le point 5, c'est toujours dans le pilier responsabilité sociétale, c'est développer cette culture de la science et de la connaissance pour tous. Pas seulement pour les décideurs. Ça, bien sûr, c'est prioritaire, parce qu'il faut qu'ils prennent des décisions. Les décideurs décident et ils financent. Mais au-delà de ça, vous avez vu pendant la période Covid, vous en avez largement parlé, hein, il y a eu une défiance vis-à-vis de l'expert et de la science, avec une explosion de l'anti-science, de la contre-science et des fake news qui a été absolument terrible. Et ça, nous avons une responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que nous sommes restés peut-être trop longtemps dans la tour d'ivoire de l'université en disant nous avons la connaissance, donc nous avons une forme de pouvoir intellectuel et peut-être que nous n'avons pas été humbles et communicants et au service de la population pour mener en fait une réflexion sur la science qui peut être mise à disposition du citoyen. C'est toute la difficulté. Moi, je suis passionné par la pédagogie de la science et la vulgarisation de la science. On se moque parfois de gens qui vulgarisent la science, mais vous savez, hein, moi j'ai des gens qui ont marqué ma vie, hein, Hubert Reeves, aujourd'hui quelqu'un que j'admire beaucoup, un physicien qui est Étienne Klein. Il y a des gens comme, ou des gens d'autres comme, j'ai oublié son nom maintenant, mais qui était un immunologiste et qui a fait une émission très célèbre sur les épaules de Darwin. Je suis désolé que son nom ne me revienne pas, mais qui sont des gens, des scientifiques et qui ont su mettre la science à la portée de tout le monde et du citoyen, aussi bien des enfants que des autres. Ça, c'est un truc que l'université doit développer. Je pense que c'est très, très important, au même titre que l'université doit être à la manœuvre sur les plans d'action prévention, parce que ça aussi, la science qui permet la prévention, ça, c'est des outils importants pour le citoyen et nos territoires. Dernière diapositive, je crois que c'est la dernière. C'est là, et dans la lignée de ce que je viens de vous dire, c'est aller au-delà du transfert et de la vulgarisation de la science, c'est aller jusqu'à une culture de la santé et du bien-être au quotidien. Et je prends un exemple parce que j'ai travaillé avec la dernière municipalité dans un comité qui s'appelait C4S, qui était Sciences, Santé, Citoyenneté à Strasbourg. Et on avait travaillé, c'était très intéressant, sur la Covid bien sûr, on avait travaillé sur la 5G, mais à un moment donné, mon comité donc, que je présidais avait été sollicité par des élus en disant, mais est-ce que dans les plans d'urbanisme, de circulation, de stationnement, de réorganisation, du tram, des autoroutes, est-ce qu'on tient compte de l'accès aux soins? L'accès aux soins urgents et non urgents? Eh bien non, jamais. Et donc, j'ai écrit un rapport, ça m'a coûté une petite année de travail en interrogeant les pompiers, les urgentistes, les patients, les citoyens, les associations de patients, les professionnels de santé, les hôpitaux publics, privés, l'ARS, etc. On a écrit un rapport qui montre tout l'intérêt qu'a la synergie entre une stratégie d'urbanisme au sens large, qui est décrétée par une communauté, et la santé des gens. Et il y a plein de dimensions. Ça pourrait être même un thème, en fait, hein, comment la santé s'intègre à la réflexion de l'urbanisme. J'ai travaillé avec des architectes hein, et j'ai créé des liens avec des gens formidables qui m'ont appris beaucoup de choses, des géographes de la ville, des architectes, et qui ont des réflexions extrêmement intéressantes, ce qui montre une fois de plus qu'il faut être humble et qu'il faut toujours éviter d'être endogamique. Il ne faut pas penser qu'on pense bien. Il faut se dire qu'il y a des gens qui pensent autrement. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et c'est difficile, je vous garantis, pour deux raisons. Parce qu'on n'est pas formaté comme ça, et deux, parce qu'on n'a pas le temps de sortir sa zone de confort. Et le jour où on a le temps de sortir sa zone de confort, on est à la retraite. Et là, on a une situation qui est un peu différente. Mais quand on est en activité, il faut faire un énorme effort pour mobiliser de l'énergie, pour sortir sa zone de confort. Et on est humainement construit comme ça. On fait ce qu'on sait bien faire et on est heureux de bien faire les choses, mais il faut parfois prendre des petits risques. Voilà, c'était ma dernière diapo et je voulais vous dire que on a
1460 jours, 4 ans, qui est la mandature qui se finit, on a réalisé plus de 100 projets de taille variable, c'est-à-dire un projet concrétisé tous les 15 jours. Et ça, c'est pour moi un succès. Et j'avais un slogan que j'utilise toujours, que j'ai utilisé 1000 fois. Chaque fois que j'écris un courrier à mes collègues, je signe Jean, virgule, votre doyen, parce que je suis à leur service, et je signe toujours, on avance ensemble. Et ça, je pense que c'est fondamental, et on doit développer cet esprit collectif, hein. Et ma dernière diapo, qui est la suivante, vous voyez, qui est une photo, voilà, de l'équipe des Canals. Alors, je ne vais pas tous les remercier et les décrire, mais enfin, voilà, ils sont autour de moi, des plus jeunes aux moins jeunes. J'ai un visoyen étudiant, par exemple, hein, qui est très, très utile pour moi. Et ils m'ont créé un petit nuage de points sur la diapo suivante, hein, que j'ai utilisé aujourd'hui. Vous voyez que pour eux, c'est quoi une faculté de médecine moderne? Vous voyez, c'est tout ce petit nuage de points. C'est intéressant, hein. Vous voyez que, mais ça, c'est la culture strasbourgeoise, hein. Recherche, pédagogie, action, multidisciplinarité, bienveillance, intégrité, respect, savoir, rayonnement. En fait, c'est magnifique ce petit truc, hein. Moi, j'aime bien ça, ce que ça traduit en un mot ce que finalement les gens, comment les gens voient leurs facultés et comment ils peuvent se projeter dans l'avenir. Et donc, j'ai eu beaucoup de plaisir merci Yves encore, hein. Merci à vous deux, hein, à tous les deux, hein. Étienne, Yves, de m'avoir sollicité pour cette présentation parce que c'est un vrai plaisir pour moi de le faire. J'espère de tout cœur et avec en toute humilité. J'ai vraiment, ce que je vous dis, c'est sans orgueil, hein. J'ai fait des choses bien, des choses moins bien, évidemment pas tout réussi. C'est juste une toute petite chose, mais si elle peut inspirer certains d'une autre manière, chacun le met en œuvre à sa manière. Si je peux apporter un petit patrimoine d'héritage et transmettre ce qu'on a fait, et ben voilà, la graine poussera ou les graines pousseront. Et pour moi, c'est un grand bonheur. Et je le répète avec une immense humilité parce que ça, je l'ai appris au fur et à mesure dans ma carrière que faut rester humble. Et c'est pas des paroles. Quand je dis ça, c'est que je le pense profondément. Et je crois que c'est vraiment important de se dire que on peut faire des choses qui sont pas forcément des grandes choses, mais qui permettent de faire bouger les lignes, même un tout petit peu. Merci à tous et merci à vous deux de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Jean. Écoutez, quand je vous disais que Jean était quelqu'un d'innovateur, je pense que la démonstration est faite, elle est là. En plus, Jean est un doyen de terrain. Et ça, c'est extrêmement important parce que tenir compte de son terrain, ben, c'est primordial et peu importe ce qu'on fait, là, c'est primordial. Avant de passer la parole aux questions, si vous permettez, j'aimerais peut-être faire un petit commentaire. Ça m'a fait de quoi d'apprendre que Pierre Chambon était décédé il y a quelques jours. Parce que quand j'ai fini mon doctorat en 84, mon directeur de thèse à l'époque, que peut-être que vous connaissez pour ça, certains d'entre vous, Fernand Labrie, m'avait demandé d'aller cloner le récepteur des androgènes. Et puis à ce moment-là, il y avait deux grandes écoles, deux grands spécialistes de ces questions-là en recherche biomédicale. Il y avait Bert O'Malley qui était à Dallas et il y avait Pierre Chambon. Et Ouais. il m'avait dit à l'époque, ben moi j'avais demandé à l'époque, où est-ce que je devrais aller entre les deux? Ah, il dit, écoute, il dit, tu devrais aller chez Pierre Chambon. Et je suis allé chez Pierre Chambon 2 ans. Et là, j'ai rencontré, comment je dirais ça, puis je vais le dire dans le bon terme, là, un monstre. C'est-à-dire quelqu'un de, ça fait déjà presque 50 ans, là. Il était phénoménal. Ouais, absolument. Moi, j'habitais 17 Place Henri-Dunant, donc là où le premier institut était. Puis de ma fenêtre de chambre, quand je voyais la petite voiture arriver le samedi matin puis le dimanche matin dans le parking de l'institut, je savais que Pierre Chambon était là. Ouais, ouais, Et ouais. donc, ça a été vraiment quelqu'un de gigantesque et puis de vraiment très, très humain. Ça m'a fait de quoi d'apprendre qu'il était décédé. J'ai beaucoup aimé ce monsieur-là. Grand bonhomme, hein, je te confirme. Oui, Grand puis bonhomme. quand tu dis qu'il aurait dû avoir un prix Nobel, c'est Ouais, dommage qu'il n'y ait pas de Nobel à titre posthume parce que, oui. il aurait mérité un Ah oui, Nobel. oui, je Si crois. vous Ouais. regardez sa liste de publications, ce gars-là a jamais publié. Il n'y a pas beaucoup de papiers, il y en a peut-être 150, 200, 300, mais c'est des Nature, c'est des Science, c'est des PNAS, c'est des, tu sais, c'est des revues à facteur d'impact incroyables.
Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est ça. Donc, c'était un grand bonhomme de la recherche biomédicale dans le domaine des récepteurs pour les hormones stéroïdiennes. Absolument. J'aimerais faire un commentaire avant de passer la parole. Tu as parlé du contrat de site de recherche que tu développes avec Antoine Maillan, qui, je pense, est pneumologue, si j'ai bonne mémoire, et Et qui est, je pneumologue, pense qu'il est absolument. je pense qu'il est dans la région de Marseille, si j'ai bonne mémoire. Il a commencé à Marseille, il est passé par Nantes et actuellement il est à Paris. Donc il a Ah beaucoup bon, bougé, d'accord. Antoine. Ouais. Oui. OK. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, j'aimerais apporter le commentaire suivant, c'est que dans les facultés de médecine au sein des universités sont des facultés particulières parce que, elles accueillent les professeurs qui ont des formations doctorales en biomédical qui vont exercer la recherche et elles accueillent aussi les médecins qui sont là, qui vont faire de l'enseignement clinique. Et là, on se heurte à une réalité qui est très spécifique aux facultés de médecine. C'est pas c'est pas les professeurs détenteurs de doctorat qui enseignent aux médecins. Ce sont les médecins qui enseignent aux médecins. Et ça ça crée une espèce d'espace qui rend la collaboration extrêmement difficile, ou plus difficile en tout cas, entre les médecins qui voient le problème, mais qui n'ont pas nécessairement la solution, et le professeur doctorant, c'est-à-dire PhD, qui opère un laboratoire, qui lui aurait la connaissance pour résoudre le problème, mais qui ne voit pas le problème. J'ai été 35 ans en faculté de médecine, en milieu hospitalier, et la collaboration PhD-MD a toujours été difficile à cause de ça. Et j'ai noté, Jean, dans ton exposé, que, et c'est peut-être là le succès, hein, que à Strasbourg, vous aviez peu d'axes. Vous vous êtes concentré sur 4 axes Oui. au lieu d'essayer d'embrasser plus grand. Est-ce que ça peut être un élément de succès? Oui, merci Yves. Alors, ce qui me permet de juste d'éclairer un peu, effectivement, on s'est dit 4 axes parce que c'est les 4 axes où on est fort et où notre rayonnement va permettre d'être dans une recherche d'excellence. Parce que la recherche, elle est par essence excellente. Pierre Chambaud nous l'a bien indiqué, tu l'as rappelé. Je pense par essence, elle doit être excellente. Donc, on a choisi 4 axes, conscient qu'on ne peut pas tout faire et qu'il faut regrouper nos forces, même si on est dans un site strasbourgeois qui est un site historique avec beaucoup d'histoire et de moyens. On peut même là aussi, avec l'humilité alsacienne, on ne peut pas tout faire. Donc, on a choisi nos 4 axes forts. Mais je mets un petit, quand je mets un bémol qui n'est pas un vrai bémol, mais c'est qu'il faut toujours dans ces cas-là respecter un point majeur, c'est la capacité à faire émerger des petites pousses. Il ne faut pas que les 4 arbres étouffent la forêt. Parce qu'à un moment donné, ces 4 axes peuvent faire émerger un cinquième, un sixième, plus petit. Un petit arbre peut pousser. Et il faut laisser un peu de lumière à ce petit arbre qui pousse. Et donc, on a des domaines émergents. Ce n'est pas l'exclusivité. Tous nos chercheurs ne travaillent pas sur ces 4 axes. C'est la majorité, largement. Mais pas que. Et demain, il y a peut-être un nouveau Pierre Chambon qui va travailler sur un nouveau domaine. Et cela, il faut le voir. Il faut lui donner la capacité de pousser, tu vois. Donc, Ouais. c'est le subtil équilibre entre concentrer nos forces pour être dans l'excellence et en même temps savoir faire émerger la petite excellence qui va pousser à l'abri des 4 piliers que j'ai évoqués. Merci pour la question parce que c'est important de préciser ce type de stratégie. OK, juste un dernier commentaire. On dit souvent, il y a un vieux dicton qui dit qu'autour d'un médecin, tu es capable de placer 4 ou 5 PhD. Est-ce que ce principe-là a été un principe, sans que ce soit un principe directeur, est-ce que ça a été un principe de réflexion chez vous? Ça a été, en tout cas, cette idée a été portée. On n'est pas allé dans une arithmétique aussi précise, mais oui, on a évoqué évidemment cet élément d'organisation. Et comme tu dis, ben, pour réussir ça, ça prend de l'humilité. Absolument. Paul, la parole est à toi. Mais écoutez, merci beaucoup, hein, mon cher Jean. Ben, c'est bluffant, hein. C'est tout simplement bluffant, c'est magnifique. Ça me fait penser à quand Brel, notre ami belge Brel, Jacques Brel chantait l'inaccessible étoile. J'ai l'impression que vous y êtes arrivé. En tout cas, vous n'êtes pas loin.
mais je ne te compare pas à Don Quichotte, bien que tu as quand même un côté qui fait que tu as fait bouger les lignes et qu'il faut un côté Don Quichotte pour le faire, certainement. Donc, toutes mes félicitations, ça fait rêver. Je profite de l'occasion, si je peux, Yves et Étienne, pour avoir quelques peut-être renseignements complémentaires parce que ça m'intéresse beaucoup. Euh, Première chose, est-ce que au niveau de toute cette réforme, au niveau de l'enseignement et de la pédagogie à Strasbourg, est-ce que vous êtes arrivé à faire de l'enseignement par problème et pas par pathologie, maladie, sciences dures, etc. Et de mettre tout de suite les étudiants en posture de voilà le problème, comment est-ce qu'on va l'attaquer, et puis alors après d'entrer dans les sciences plus dures, comme par exemple pour le médecin, les pathologies et les enseignements par organe, par fonction, etc. Donc ça, c'est première question. Est-ce que ça fait partie de votre, ou ça faisait déjà partie, ou bien est-ce que ça va faire partie maintenant de votre vaste programme, l'enseignement par problème plutôt que par pathologie et maladie? Et deux, sous question, est-ce que cet enseignement-là se fera de manière interdisciplinaire aussi? Tu as beaucoup parlé de transdisciplinarité. Est-ce que dans les faits, vous arrivez à, parce que ça n'est pas facile, c'est extrêmement compliqué, d'organiser l'enseignement complémentairement avec d'autres professionnels de la santé, les médecins, les kinés, les pharmaciens, les infirmières, etc., etc. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que ça commence à se faire ou pas? Alors, quand même, une question, si tu veux bien, Jean, de nous dire quand même un peu, pour qu'on apprenne, hein, quels sont les principaux leviers que tu vois pour arriver à un projet pareil, et surtout, quels ont été les principaux freins que tu as rencontrés et comment vous les avez éventuellement contournés. Alors, pas entrer dans les détails, mais nous donner quelques pistes auxquelles il faut être attentif quand on met en chantier une réforme pareille. Ça m'intéresse beaucoup. Et alors, il y a quand même, et ça ne t'étonnera pas en ma qualité de vice-président du RIFRES, bah oui, la place du citoyen dans tout ça. Donc, heureusement, le discours universitaire vers le citoyen s'ouvre largement et se répand comme, se répand un peu partout. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais est-on bien sûr que le citoyen est plus impliqué aujourd'hui qu'hier dans ce qui se passe au niveau de l'enseignement universitaire et dans l'enseignement universitaire et dans la recherche universitaire? Ça, je voudrais que tu nous dises peut-être un petit mot supplémentaire sur, tu as évoqué à juste titre la méfiance de certaines parties de nos sociétés par rapport aux politiques, par rapport aux gouvernants et par rapport aux académiques et aux universités. Les hésitations vaccinales et durant le Covid, mais bien après, hélas aussi. Et donc, comment est-ce qu'on peut ouvrir une université aux citoyens qui n'est pas académique, qui n'est pas un gradé, quelqu'un qui est bardé de diplômes, mais simplement qui peut apporter sa contribution en tant qu'expert patient, expert citoyen. Voilà. Et alors juste, excuse-moi d'être, excuse-moi Yves, hein, mais juste pour comprendre, ça m'intéresse beaucoup, mais on peut faire ça une autre fois si on n'a pas le temps. Le concept de maison de santé universitaire, ça m'intéressait aussi de savoir un peu plus de ce que c'était. Merci en tout cas et bravo à toi. Tu peux maintenant laisser la place de doyen avec le sentiment du devoir accompli, je crois, et plus que ça. Merci, merci Paul. Ça me fait très plaisir de t'entendre et de te voir, puisque je te vois après ta venue à Strasbourg pour le congrès de la RIFRES qui a laissé des très beaux souvenirs à tous ceux qui étaient présents. Merci encore et de nous avoir aidés à l'organiser à Strasbourg, hein, il y a 2 ans. Merci Paul pour tes 4 questions ou tes 5 questions. Je vais essayer d'être bref dans la réponse. On n'a pas pu mettre en œuvre, comme tu le dis, l'apprentissage par problème pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on est contraint par un programme national en France qui nous gêne beaucoup en termes de contenu de programme et d'organisation. Donc c'est assez difficile de faire bouger les lignes. Alors mais c'est très pragmatique, hein. On a fait le constat d'une insatisfaction. Alors c'est un grand sujet dont on pourra peut-être débattre une autre fois parce qu'il est majeur. C'est qu'attend-on de l'université, d'une université de santé ou d'une fac de santé demain, et qu'en attendent les citoyens, les étudiants et les enseignants? C'est une immense question.
que je commence à percevoir parce que clairement, je crois qu'on ne répond plus à l'attente des étudiants, voire des besoins de santé, par une rigidité de nos programmes et de la formulation de notre enseignement. Alors, on a supprimé les cours magistraux, on est passé à des TD, mais c'est désuet. Nos étudiants ne viennent plus, en fait, hein. Ils viennent plus pour une raison extrêmement simple. C'est que, j'ai fait une mini-enquête déjà, c'est que la connaissance, il est plus simple de l'acquérir à l'extérieur par des objets de connaissance et de transmission de la connaissance conviviaux sur les sites, par les réseaux sociaux, sur les sites, dans les référentiels, dans les documents. Tout est disponible par l'IA, quelle que soit l'IA générative qu'on utilise. La connaissance aujourd'hui, elle est extérieure à l'université et elle est beaucoup plus concentrée à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est provocateur, mais c'est important de regarder les choses avec un œil sans déni. Et donc, les étudiants n'ont plus besoin de venir à l'université pour apprendre. Ils ont suffisamment d'outils, de documents et de connaissances et d'outils pour acquérir la connaissance en dehors de l'université. Donc, on a du retard et on est en train de prendre du retard. Et donc, je pense qu'il faut passer à un cap ultérieur qui est même dépasser la réflexion pédagogique où je fais du TD, du cours magistral, de l'apprentissage. Il faut réfléchir profondément, c'est quoi l'université de demain et qu'attendent les citoyens et les étudiants de l'université de demain. C'est quoi notre rôle? Je crains que si on ne fait rien, nous ne serons plus que des évaluateurs et des certificateurs. On sera juste là pour évaluer, donner le certificat de validation d'un truc et rien d'autre. Et on ne transmettra rien. Donc moi, j'ai essayé d'anticiper un petit peu, mais c'est compliqué, hein. La réflexion débute, hein. Mais de me dire, qu'est-ce que moi j'apporte que le reste à l'extérieur n'apporte pas? Ben, en fait, c'est le compagnonnage, la compétence, le savoir-faire, le savoir-être au lit du malade. Et donc, j'ai concentré le tir depuis 2 ans sur l'apprentissage de la sémiologie et de la clinique au lit du malade, tu vois, incluant la simulation, hein. Mais les deux volets. L'un ne va pas sans l'autre, à mon sens, hein. Un jour, on simule pour un jour s'occuper d'un malade. Moi, je suis sidéré de voir que des gens qui comprennent rien à la formation pensent que l'alpha et l'oméga de la formation, c'est la simulation. Ben, bien sûr que non. À un moment donné, on simule pour s'occuper d'un malade. Donc, c'est ça qui est l'objectif, hein. Donc, je pense qu'il faut remettre du bon sens et faire à la faculté, à l'université, des choses qu'on est les seuls à pouvoir faire et à transmettre. Et donc, pour moi, on revient en fait, hein, à quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation au compagnonnage, l'accompagnement et la transmission de compétences sur des choses qui sont simples, hein, performance de l'acte de soin, pertinence de l'acte de soin, efficience de l'acte de soin et de l'acte de prévention. Et ça, on ne le trouve pas forcément dans la connaissance extérieure. Ça, l'université peut l'apporter. Donc, ça m'a permis de faire une petite digression autour de ta question, parce que ça me permet de passer un message qui me paraît important. Deuxième question, pluridisciplinaire, interdisciplinaire, transdisciplinaire. Il y a eu des très gros progrès insuffisants. Insuffisants, on n'arrive pas encore. Alors, on a créé le service sanitaire pour tous les étudiants santé qui peuvent se mélanger. On essaie de créer des enseignements interdisciplinaires, mais on revient quand même toujours, le saumon, il revient toujours dans la petite rivière où il est né. C'est-à-dire, on reste en silo quand même. Et à un moment donné, ben, la médecine, c'est la médecine, on fait la formation à la médecine, voilà, les infirmières restent. Donc, on est en train d'essayer de casser les cloisons. Mais j'avoue que c'est un très gros travail. On crée des IPA, des infirmières en pratique avancée, pour créer des infirmières masterisées qui communiquent mieux avec les médecins. On essaie de créer des nouveaux métiers, des métiers notamment de médiateurs en santé, des métiers de médiateurs numériques en santé, pour essayer de créer de l'interdisciplinarité, mais peut-être par la montée en compétence de certains métiers ou la création de nouveaux métiers intermédiaires. C'est ça le job, à mon avis, c'est ça l'enjeu demain dans une faculté de médecine. Troisième question, c'est les freins et les difficultés. Alors oui, c'est compliqué. Moi, j'ai une chance immense, c'est d'avoir pu faire 16 ans de mandat. J'aurais eu un mandat de 5 ans, j'aurais jamais pu faire ça. Donc, je pense qu'un des premiers obstacles, c'est le temps long. Le, un projet structurant que l'on veut transformant et que l'on veut anticipant l'avenir, il demande du temps long. Et donc, il faut qu'on ait un collectif. C'est ma première recommandation, parce que ça a été ma première difficulté, engagé derrière moi par l'enthousiasme de la formation et de la recherche, un collectif qui s'engage sur une longue période pour transformer la faculté. Et moi, ça a été mon plus grand succès peut-être, hein, c'est d'avoir entraîné avec moi une équipe. Moi, mon plus grand bonheur, c'est d'avoir 18 vice-doyens et que celle qui va me succéder
Et ma première vice-doyenne, pour moi, c'est le premier succès, parce que le premier obstacle, il est l'esprit d'équipe, l'incapacité qu'on a à se projeter dans une mission d'intérêt général au-delà de son intérêt de sa carrière propre. Parce que malheureusement, les universitaires, on est souvent formaté à gérer sa carrière universitaire, sa promotion, première classe, classe d'excellence, sa classe exceptionnelle, gérer sa carrière dans les académies, etc. On est des solistes. Et il faut inverser le paradigme. Et on peut être soliste, mais il faut être soliste dans un grand orchestre, tu vois. Et pour ça, il faut que l'orchestre fasse des tournées nombreuses. Il faut qu'il visite le monde. Voilà, et c'est le deuxième point que je crois important, c'est ne pas croire qu'on a la science infuse. Et il y en a d'autres qui, si on se pose la question A, d'autres se sont posés la même question A, ailleurs. Et ils ont peut-être trouvé la solution. Et donc, il faut donner beaucoup de temps pour écouter les autres, voyager, aller ailleurs. Moi, j'ai encore pris beaucoup de plaisir. Je suis allé à Montréal pendant une semaine, là, visiter le quartier d'innovation en santé en mars pour voir un peu comment ça se présentait. Je suis allé voir au Rwanda. J'essaye pas seulement de bouger parce que je veux pas trop dépenser de ma taxe carbone, mais j'essaye de le faire aussi en distanciel. Mais rien ne vaut la rencontre humaine, hein. Malheureusement pour ma taxe carbone, mais il faut continuer à rencontrer les gens. Et ça, c'est peut-être le deuxième grand point, rencontrer les gens pour aller chercher des idées et partager. Et ça nécessite que les humains se rencontrent, hein. Donc attention aussi à une vision trop fermée, j'allais dire post-écologique, mais toxique, qui est de se dire il faut plus se rencontrer. Parce que le Canada, c'est trop loin de la France, il faut plus aller au Canada parce qu'il faut prendre l'avion pour aller au Canada. Mais je pense que les méfaits sont plus grands que les bénéfices, à mon avis, hein. Parce que la dimension humaine de la rencontre, elle est importante. Il y avait pas assez de rencontres humaines. Troisième chose, c'est embarquer des gens qui ne connaissent rien à la santé et qui pourtant sont décideurs dans la santé. Ça a été la plus grande difficulté, embarquer les collectivités, la métropole, les décideurs, les financeurs, créer un collectif autour d'un projet. Mais pour le faire, il faut un projet. Et pour faire un projet, il faut le construire et le co-construire. Et donc, il a fallu, à partir de ce projet, embarquer les gens. Et les gens changent, les politiques changent, hein. Donc, il faut en permanence expliquer ce que tu veux faire, expliquer ton projet. Et l'obstacle est avoir le temps d'expliquer et avoir le temps de convaincre les gens. Et il ne faut pas croire que parce que tu leur expliques une fois et que tu crois que tu as raison, qu'ils vont te suivre et qu'ils sont sûrs que tu as raison. Il y a un pouvoir de conviction, mais il faut du temps. Il faut respecter aussi la fonction des autres. Les autres ont beaucoup d'interlocuteurs, tu n'es pas le seul, mais il faut retourner, il faut donner de sa personne, il faut montrer que le projet a du sens. Et donc, l'obstacle, c'est l'énergie que tu dois mettre dans le dispositif. Et peut-être le dernier point que j'ai trouvé être un obstacle, c'est justement les postures en fait que tu rencontres en permanence dans tous les domaines. La posture à l'hôpital ou l'hôpital par rapport à l'administration hospitalière, l'obstacle de la posture de l'administration universitaire qui comprend pas ce que tu fais ou qui ne reconnaît pas ce que tu fais. C'est en permanence des postures freinatrices, tu vois, et qu'il faut chaque fois des petits bastions qu'il faut aborder avec respect, avec conviction et respect, comme j'ai déjà dit. Et tous ces petits bastions, il faut ouvrir les portes, quoi. Et là, il y a quand même plein de petits points de résistance qu'il faut essayer de lever pour convaincre qu'il y a un projet. Projet qui, d'ailleurs, tu as posé la question, c'est la quatrième question, qui doit embarquer les patients et les citoyens. Et ça, j'ai pas eu le temps de le dire, mais un des derniers projets que j'ai mené avant de partir, j'y tenais, c'est créer un département dans ma faculté qui s'appelle le DUPA, qui est le département des patients, qui est exclusivement géré par des patients. Donc, j'ai un département des patients au sein de la faculté, qui sont des patients experts, qui sont des patients tests, qui sont des patients impliqués dans la réflexion pédagogique, hein, associés évidemment à des collègues hospitalo-universitaires. C'est une équipe, mais c'est un département dédié aux patients, comme à Grenoble en fait. Là aussi, j'ai rien inventé, hein. Je suis allé voir à Grenoble ou à d'autres endroits les universités des patients ou l'équivalent, et j'ai essayé de m'inspirer de ça pour trouver aussi quelque chose qui est efficient, parce que c'est un des obstacles aussi. Je reviens aux obstacles que tu évoquais. À un moment donné, il faut être pragmatique. Il faut rêver sa vie, mais il faut, au-delà de la rêver, hein, c'est Saint-Exupéry, il ne faut pas que la rêver, il faut la rêver pour la mettre en œuvre. À un moment donné, il y a une problématique du pragmatisme, c'est-à-dire passer à l'action et se dire, voilà,
j'ai un plan d'action, j'ai pas qu'un projet stratégique. Moi, quand j'écris un projet stratégique maintenant, j'ai un projet stratégique qui est toujours adossé à un plan d'action avec milestone, agenda, attendu, etc. Il faut que ça ait de l'impact. Et ça, c'est un obstacle parce qu'on n'est pas formaté comme ça. Notre culture, même universitaire, hein, parfois, hein, elle est formatée, elle est très intellectuelle. Or, on doit être décathlonien, je dis ça souvent, il faut qu'on soit des décathloniens, il faut qu'on soit capable d'être créatif et en même temps d'être pragmatique. Et ça, pour ça, il faut être décathlonien. Il faut savoir faire plusieurs tâches à l'échelle de l'équipe, évidemment. L'équipe des canals, il y a des traits créatifs et des traits pragmatiques. Et c'est l'ensemble de l'équipe, l'intelligence collective qui fait le projet. Et dernière question, tu as posé une question sur les maisons de santé universitaires. Ça, je trouve que c'est très intéressant, mais on refait un peu ce que font les Canadiens, hein, mais sous une autre forme, avec une autre appellation. C'est qu'on a besoin de mailler notre territoire de postes de soins de proximité qui peuvent être aussi des lieux de formation. Et donc, on a des maisons de santé pluriprofessionnelles. Maisons de santé, on en a plusieurs maintenant sur le territoire alsacien, même à Strasbourg, il y en a 3 ou 4, où dans la même maison de santé, tu as un médecin généraliste, un spécialiste, une infirmière, un kiné, un orthoptiste, un orthophoniste, mais dans lesquels on va mettre des forces universitaires. Un chef de clinique de médecine générale ou un chef de clinique, un assistant universitaire d'une autre discipline. Et on permet à ce moment-là que ce lieu de soins de proximité soit en même temps un lieu de formation et je l'espère, mais là c'est ambitieux, à un moment donné un lieu de recherche de soins de proximité, tu vois. Et ça se met en place, c'est pas simple, là aussi il faut du temps long, mais c'est concrètement aujourd'hui on a des maisons de santé universitaires qui permettent au moins la formation et un jour je l'espère d'améliorer la recherche en soins de proximité. Et là, on est de loin pas les meilleurs. Vous, les Canadiens, les Canadiens sont nettement meilleurs, hein, et même toi, Paul, hein, je sais que tu as fait beaucoup de choses, bien plus que nous, hein, dans ce domaine-là, par tes compétences, hein, de métier de terrain. Mais on a des choses à améliorer. Merci de tes compliments, je conclue là-dessus. Merci Paul, hein, parce que venant de toi, ça me touche particulièrement, hein. Mais on n'a pas tout fait, j'ai pas tout fait, on n'a pas tout réussi, évidemment. Il y a encore un long chemin. Le modèle est loin d'être parfait, mais il faut aussi être fier pour que notre collectif soit fier. Moi, je pense que, je l'ai dit, hein, la plus grande fierté, le plus grand succès, c'est d'avoir entraîné les gens avec moi. Mais pour les entraîner, il faut un projet, mais il faut aussi qu'ils soient fiers de ça. Tu vois, il faut que tu leur donnes une fierté universitaire. Et ça, c'est un mécanisme humain fondamental. La fierté, elle emporte tout, quoi. Il faut que nos universitaires soient fiers du projet et fiers d'être embarqués dans le projet, d'être acteurs du projet. Et Dieu sait que il y en aurait encore beaucoup à embarquer. Là, en étant très sincère, j'ai pas embarqué tous mes hôpitaux universitaires. J'en ai embarqué peut-être la moitié, mais il y en a une moitié qui n'est pas encore embarquée. Donc, tu vois, il y a une grande marge de manœuvre encore dans les années à venir et j'espère que Anne, j'en suis sûr, elle va pérenniser cet état d'esprit, j'en suis convaincu. Une autre question, je demanderai à M. Kaou, s'il vous plaît, ouvrez votre micro et posez votre question. Il n'y a pas de l'air à m'entendre. Étienne, est-ce que tu veux poser ta question? Ah, attends un Allô? peu. Oui, allez-y, M. Kaou, Allô? Allez-y, posez votre question. Ah, merci beaucoup, professeur. Je suis le professeur Keita, Ba Keita, je suis du Mali. Je suis l'ancien chef de service des maladies respiratoires, à la retraite maintenant. J'ai beaucoup apprécié la présentation faite par le professeur Sylvia sur 2 points particulièrement. Le premier point porte sur la pluridisciplinarité et le croisement entre différentes sciences de la santé, les sciences sociales. Je vais parler des socio-anthropologues comme étant un des partenaires essentiels d'un système de santé, surtout en Afrique. Le deuxième point, je vais revenir sur le premier point, le deuxième point porte sur la formation continue, qui pour moi est un élément essentiel. J'en reviens au premier point et je prends pour exemple l'épidémie de Ebola qui sévit actuellement en RDC. Et nous avons vu que malgré tous les efforts qui sont faits par les autorités sanitaires, il y a un problème de fond vis-à-vis de la population qui refuse, pour eux, la quarantaine, parce qu'ils ne comprennent pas, et deuxièmement, lorsque leurs parents meurent, qu'ils ne puissent pas toucher et accomplir le rythme.
funéraire. Ils ne le supportent pas. Ils ne comprennent pas. Et récemment, on a vu des gens s'en prendre au centre de traitement pour les brûler. Oui. D'où l'interrogation, en fait, l'élément essentiel qu'il a initié, la communauté. Parce que nous autres, en tant qu'enseignants, en tant qu'universitaires, nous sommes enfermés, comme il a si bien dit, dans notre tour d'ivoire. Et on oublie l'autre côté. Or, l'autre côté est tout aussi important pour le prolongement des actions que nous posons. D'où la nécessité, ici en Afrique, et je ne suis pas congolais, je suis malien, mais j'ai été représentant de l'OMS en RDC et j'ai dit au ministre de la Santé, impliquez la communauté, monsieur le ministre. Parce que nous, on nous écoute. On apprécie ce qu'on dit parce qu'on a la compétence, on a les connaissances. Mais pour l'application, il faut passer par les chefs de village, les leaders communautaires, les leaders religieux. Et Oui. ils sont mieux respectés, mieux écoutés que nous pour l'application. C'est eux qui vont dire à la population, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut le faire. Et nous, en tant que scientifiques, médecins et personnels de la santé, nous venons en accompagnement. J'ai dit, c'est la seule voie de réussite. Je vais terminer par un point concernant la couverture santé universelle, l'assurance maladie, qui est là au Mali. En 15 ans, nous avons à peine 15% de la population qui est concernée. On nous a interpellés, mais pourquoi on ne progresse pas autant? Pourquoi? Et j'ai dit aux responsables, parce que nous sommes toujours dans l'offre. On dit aux populations, voilà ce qu'il vous faut. Mais on le demande rarement, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vous offre? Et quelles sont les dispositions que vous mettez en place pour que nous puissions répondre à vos besoins? Très peu. Nous avons besoin, dans ce cadre, d'avoir, comme il a dit le professeur Sibilia, une relation avec les socio-anthropologues qui vont nous dire, voilà ce que vous devriez, à partir des recherches, comment nous devrions procéder pour qu'on puisse avancer dans le sens de ce que veut la population, mais pas dans le sens de ce que nous voulons. Et je vais terminer par une citation de Mandela, Nelson Mandela, qui disait que inaction sans vision est un rêve. Et une vision sans action est un rêve. Par contre, une vision qui est suivie d'une action peut transformer le monde. Merci infiniment de m'avoir accordé ces quelques moments. Merci. Merci beaucoup pour votre très intelligente analyse de la situation. Et d'abord, bonjour à tous les amis maliens. On a beaucoup d'amis en Afrique. On pense à vous et on est de tout cœur avec vous parce qu'on sait que c'est pas très facile aujourd'hui hein, pour des tas de raisons. Et croyez-moi, on est de tout cœur avec vous. D'abord, je voulais vous dire ça. Et on est très heureux par la CIDMEF et par les réseaux de garder, nous les médecins, les professionnels de la santé, au-delà des problématiques géopolitiques et autres, de garder les liens humains qu'on peut garder entre nous. Et on est les garants de ces valeurs-là. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous entendre. Et tout ce que vous avez dit est extrêmement juste, et notamment la situation en Afrique. On peut évidemment pas comparer les écosystèmes. Hein. Et quand j'ai dit que je le faisais avec humilité, je sais très bien que ce qu'on peut faire à Strasbourg, on ne peut pas le faire dans d'autres villes et d'autres pays, mais on est là pour vous aider. Voilà. On a toujours, en tout cas, on est là et on a un lien avec vous qui est très fort et on veut continuer à le garder, évidemment. Merci beaucoup. Étienne, la parole est à toi. Oui, ben, d'abord, Jean, merci beaucoup pour cet exposé très éclairant. J'en dirai pas plus, mais j'en pense beaucoup. Une question simple, ça porte sur la responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai compris que c'était répondre aux besoins de la population. Et tu as cité un exemple très concret qui m'a frappé, c'est celui du plan de circulation à Strasbourg. Mm. Autrement dit, tu as été sollicité par les autorités strasbourgeoises qui ont dit, on a un plan de circulation, on aimerait que vous, gens de la santé, vous nous disiez si c'est bien, c'est pas bien, comment on peut arranger ça, etc. Ça ne me paraît pas très fréquent. C'est-à-dire que la plupart du temps, mais peut-être que Paul va me contredire, souvent on dit ben, on va répondre aux besoins, mais connaît-on ces besoins? Et là, précisément, c'est quelque chose qui s'est exprimé.
concrètement un plan de circulation. Ça me paraît essentiel de répondre aux besoins, c'est savoir de quoi les gens ont besoin. Il faut que ce soit exprimé. Est-ce que c'est clair ce que je dis Oui, oui, mais ou est-ce que c'est naïf, tout tout à fait simplement? d'accord avec toi, ouais. Et c'est ça qui manque. Et c'était une expérience, je trouve, intéressante, mais complexe, hein, d'avoir ce comité sciences, citoyens, cité, pour essayer justement de croiser les besoins des citoyens et l'expression des experts. Mais c'est, je crois que très intéressant. On en a discuté au moment de la Covid, notamment avec Jean-François Delfrécy, parce que ce comité, on l'avait mis en place au moment de la Covid, hein, justement pour Mhm. essayer de limiter les fake news, en fait, hein, et d'essayer de donner des informations les plus justes possibles, hein, dans la limite de la connaissance, hein, de l'époque, hein, évidemment. Et donc, on a poursuivi cette expérience, hein. Moi, je l'ai menée comme président de cette commission, de ce comité pendant 4 ans. Bon, ça s'est arrêté avec la mandature qui vient de finir, hein, là, en mars dernier. J'avoue que c'était très prenant et très difficile parce que il faut beaucoup de pédagogie. Tu vois, dans un premier temps, il y avait des citoyens dans le comité, mais malheureusement, cette expérience avec des citoyens au sein du comité et paritaire a posé un certain nombre de problèmes, je dirais quasiment politiques ou idéologiques, parce que le comité a été infiltré par des antivax, par des gens, des extrêmes, et qui sont venus en fait batailler contre les experts. Donc, je me suis retrouvé dans la première année dans une situation extrêmement désagréable où j'avais au sein du comité des gens qui étaient là vraiment pour défier les experts. Pour vous Mhm. dire, vous avez rien à dire, c'est nous les citoyens, vous, voilà, répondez à nos questions, mais vous avez rien à dire. Ou alors, quand vous dites un truc, de toute façon, c'est faux parce que vous êtes vendu à l'industrie, vous avez travaillé avec Pfizer un jour, et donc vous êtes. Et moi, j'ai défendu les vaccins, évidemment, hein, et l'agressivité par les réseaux sociaux a mené à ce que moi, président du comité, ai été traité de nazi, de tortionnaire, etc., parce que j'étais à l'origine de promulguer les vaccins, et que j'étais non pas anti, mais pas du tout pro-Plaquenil, alors qu'un professeur à Marseille disait que le Plaquenil guérissait tout le monde. Et donc j'étais forcément un vendu de l'industrie, forcément un tortionnaire, voire un nazi, parce que j'étais. Donc tu vois, c'est-à-dire que c'est cette interface citoyenneté, politique et expertise, j'ai découvert que c'est drôlement difficile. Et parce qu'on est dans des tours d'ivoire, hein, nous à l'université, hein, on est entre nous, et on a l'impression qu'on vit dans des mondes. Avant, quand je rencontrais un physicien, un mathématicien à mon université, là là, on est dans des mondes différents. Mais je me suis rendu compte que pas du tout. On était très 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 proches par rapport à la distance qu'on peut avoir avec des gens qui viennent du peuple ou de partis politiques extrémistes, tu vois, Mhm. et qui ne pensent qu'à une chose, c'est ou le chaos de la société, idéologiquement et politiquement. Vous savez très bien que c'est une idéologie qui a le vent en poupe actuellement, voire simplement des antisociaux et qui estiment que tout ce qui est intellectuel et expert n'a pas le droit d'exister. Donc mais il faut pas lâcher, hein. Je crois que et j'ai reformaté dans un deuxième temps avec l'accord de la municipalité et on a sorti les citoyens qui étaient dans un comité à part. Les experts pouvaient travailler d'un côté et on faisait de l'interface par interface de comité, mais pas au sein d'un même comité. Et ça s'est beaucoup mieux passé, beaucoup mieux passé. On a pu travailler sereinement, produire plusieurs rapports. Si ça vous intéresse, je vous enverrai ce rapport qui est finalement, il est appliqué à la métropole de Strasbourg, mais dans son organisation, il peut être décliné dans beaucoup d'autres métropoles, hein. Ça n'a rien de très spécifique. Merci. Professeur Douanki, la parole est à vous. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, merci, professeur Jean-C. Pilier, pour votre excellente présentation. Et après avoir écouté votre partage de l'Université de Strasbourg, je pense que c'est une excellente université. Personnellement, moi, comme je suis un membre du Comité national de l'éducation, chef département de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï. Après 15 ans formé en France à Bordeaux, à l'Université Victor Ségolène, à Paris, c'était, etc.
Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez des conseils pour les pays émergents? Comment la recherche en médecine peut approfondir pour devenir un centre excellent? Parce que c'est le bon faire dans les pays émergents, comme au Vietnam. On a fait la plupart des recherches cliniques et pas de plateforme de hormones fondamentales. C'est ce que maintenant la politique vietnamienne dans l'éducation promouvoir et encourager d'engager dans la recherche fondamentale. Et je pense que certaines universités au Vietnam déjà des relations très étroites en fait, comme par exemple comme Paris Cité. Moi, je suis absolument attaché à Paris Cité, à Saclay et aussi à Strasbourg. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre témoignage du Vietnam avec qui on a beaucoup de liens en France aussi. Bon, alors les conseils, votre question est très précise. Moi, je pense qu'il faut, un peu comme on l'a discuté et comme l'intervention très, très intelligente de notre ami malien, il faut développer une recherche qui est une recherche d'impact dans son environnement, dans son pays. Et donc, vous avez certainement des problématiques de santé publique qui sont les vôtres. Et je pense que la première étape, c'est d'avoir l'équivalent d'une agence de programme à l'échelle nationale, de se dire, voilà, dans notre pays, voilà, vous êtes un grand pays, hein, le Vietnam, hein, vous avez fait un... Moi, je suis admiratif de ce que vous avez fait dans votre pays, c'est incroyable, hein. Moi, j'ai une assistante qui est vietnamienne, Madame Tung. Donc, je connais un peu, voilà, j'ai des nouvelles régulières de Vietnam par ma secrétaire, mon assistante, hein, Sylvie Thuong. Et je vois le développement de mon pays qui est absolument incroyable. Et vous avez aujourd'hui la capacité de développer une agence de programme nationale en disant, voilà, au Vietnam, nous, on a 4, 5, 6 problèmes de santé publique. Je sais par exemple par Thomas Bardin, qui est un ami rhumatologue, qui a beaucoup travaillé et qui travaille encore au Vietnam, vous avez un problème de goutte, un problème de maladie goutteuse. Moi, j'ai découvert par Thomas, je ne savais pas. Et donc, ça peut être dans un programme, les maladies métaboliques et la goutte, un élément de programme. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur les sujets dans un premier temps. Il ne faut pas travailler sur le benchmark international. Travailler sur vos sujets, vos préoccupations. Et c'est comme ça que vous allez attirer des gens, donner du sens. Et deuxième chose, il faut forcément avoir une recherche efficiente avec les moyens technologiques qu'on peut développer. Donc, vous voyez, vous n'allez pas. Alors, il y a des pays qui ont réussi ça parce qu'ils ont des moyens incroyables, comme la Chine, hein, en 20 ou 30 ans. Mais développer une recherche technologique avec de la omique spatiale ou de la omique single cell, vous voyez, de la plateforme d'imagerie animale et préclinique outstanding, c'est pas possible partout. Et donc, il faut que vous ayez pour votre recherche les moyens technologiques, les plateformes qui vous permettent de répondre à ces questions scientifiques, quitte à poser des questions scientifiques comme on les pose dans le JAMA ou le British Medical Journal. Vous voyez, des questions simples, en fait, hein, et la recherche, elle comprend des questions compliquées, des questions simples, et encore des millions de questions simples, mais il ne faut pas viser plus haut qu'on ne le peut avec les moyens qu'on a et la technologie. En tout cas, il faut y arriver progressivement. Voyez, et je suis sûr que vous y arriverez parce que vous avez une capacité, une intelligence, une capacité de travail. Enfin, moi, je suis, répète, hein, beaucoup d'admiration. Vous y arriverez, mais il faut y arriver progressivement. Et pour donner un sens et de la fierté à votre recherche, il faut qu'elle ait des résultats. Prenez l'exemple emblématique du Rwanda. Regardez les publications Rwanda. C'est un petit pays, hein, le Rwanda, c'est petit. En Afrique, c'est tout petit. Eh ben, ils ont compris qu'il faut avoir une stratégie de santé pub. Et ils font. Moi, j'ai un ami rwandais qui est santé pub, qui est professeur de santé publique. Ils ont fait une publication dans le New England Journal of Medicine en santé publique sur un problème de santé publique rwandais. Vous voyez, ça, je crois que je prends cet exemple parce qu'il m'a marqué. Voilà un exemple à suivre. Parce que le problème, il était spécifique. Vous voyez, que ce soit en Asie ou en Afrique, vous avez des problèmes que vous affrontez, malheureusement, hein, des problèmes, je pense effectivement, comme notre ami malien nous l'a dit, l'épidémie d'Ebola, c'est terrible, hein, et pour ça que j'étais très empathique vis-à-vis de mon ami malien, mais on a chacun des questions qu'il faut aborder, et vous avez les moyens de le faire à la hauteur de la technologie dont vous disposez. Et tout ça s'améliorera progressivement. Et puis, dernier point important, parce qu'on peut encore le faire, hein, j'espère qu'on continuera à le faire.
Alors peut-être plus trop aux États-Unis, mais malheureusement, hein, je pense que c'est une erreur fondamentale pour ce pays, dont le soft power de la recherche et de la science était incroyable. Quelle erreur de compréhension du soft power international aujourd'hui, mais bon, ça changera encore. Mais faites former vos chercheurs à l'étranger. Voilà, échangez avec l'Europe. Voilà, nous on est là. Alors comme on est très européen, pour moi le Canada est l'extension de l'Europe, hein, ça c'est pour, voilà, c'est pour toi Yves, hein. En C'est tout vrai, cas, c'est avec vrai. les pays, avec la grande Europe qui comprend le Canada, voilà, nous, on essaye au mieux de vous accueillir. On peut pas accueillir tout le monde, bien sûr, mais on essaie de vous accueillir. Et vos chercheurs, ils vont s'inspirer chez nous. Puis un jour, comme les Chinois l'ont fait aux États-Unis. Et les Chinois, il y a 30 ou 40 ans, ils ont commencé comme ça, hein. Ils ont envoyé plein de doctorants et aujourd'hui, ces doctorants sont les chefs de labo en Chine. Et vous voyez le success story de la recherche biomédicale chinoise, hein. Il y a aucun doute, hein. Mais ça met quelques décennies. Faut l'accepter. Exact. Avant de passer la main à Étienne, juste un commentaire. Si j'ai le choix entre devenir américain ou français, même, je pense que je vais aller en France juste pour profiter de vos congés. Tiens, je vais le dire comme ça. On t'accueille, on vous accueille. Les Bon, Canadiens, écoutez, on n'a pas de problème. OK, écoutez, ben, je vais passer à Étienne le mot de la fin. Personnellement, je vais te remercier, Jean, pour ta disponibilité, ta générosité, ton exactitude, enfin tout ce qui te caractérise, mon ami. Puis la prochaine fois que tu viens à Montréal, ben, il faut que tu m'envoies un courriel parce que Promis, Québec-Montréal, c'est 255 kilomètres. C'est pas promis, loin. je te promets. Si vraiment, on se verra avec un grand plaisir, hein. D'accord. Donc, je passe la Merci parole à à vous. Étienne pour le mot de la fin. Oui, enfin juste un tout petit commentaire euh, après ce que vient de dire Jean. Moi, je suis toujours frappé quand j'ouvre le New England ou le Lancet ou des journaux comme ça. Souvent, ce sont des questions simples qui sont posées Exactement. et il n'y a pas besoin de homique forcément pour publier dans le New England. C'est parfois des questions simples, mais qui ont un intérêt local, Exactement. qui est des questions qui se posent dans un pays ou dans un autre. Et ça, je crois qu'il faut avoir ça à l'esprit. Eh bien, écoutez, Jean, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. On pourra encore discuter pendant des heures. On aimerait bien que tu reviennes, je ne sais pas quand, d'ici quelques mois. Eh ben, Tu seras avec toujours le plaisir, hein. bienvenu. Il y aura plein Hein. de sujets. Ben, avec Il y aura plaisir. plein de sujets et je suis sûr que tu trouveras quelque chose à nous apprendre encore et avec un grand plaisir. Alors, les deux dernières conférences de cette année universitaire. Alors, j'aurai le plaisir de vous parler le jeudi 4 juin, c'est-à-dire dans 15 jours, je crois. Vous savez qu'on est très porté sur la science ouverte et aujourd'hui, on est très influencé par l'IA. Et la question à laquelle j'essaierai de répondre, c'est la science ouverte va-t-elle résister à l'assaut de l'intelligence artificielle? Et puis, le jeudi 11 juin, 8 jours plus tard, Yves nous parlera d'un sujet qui lui tient très à cœur, qui est celui de la révision qualitative par les pairs, révision des publications. Et c'est un sujet extrêmement important et très débattu à l'heure actuelle. Donc, merci à vous tous. Merci pour votre participation. J'ai vu avec grand plaisir que nous avons beaucoup d'amis vietnamiens qui se sont connectés. Si vous n'êtes pas sur notre listing d'adresses, n'hésitez pas à nous envoyer votre adresse mail et nous vous ajouterons. Merci à tous. Merci à Jean pour commencer et à très bientôt.